Donc, bonjour à tous, je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne et je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour le webinaire sur la réforme de la formation professionnelle. Ce matin, on fera un zoom sur les nouvelles modalités pour évoluer ou changer de métier et nous accueillons donc une intervenante qui est donc Véronique Bouillot du FONGECIF Bretagne, qui est responsable du pôle CEP au FONGECIF Bretagne et qui va venir donc nous présenter ce zoom que nous réalisons aujourd'hui sur les nouvelles modalités pour évoluer ou changer de métier. C'est un cycle qu'on vous propose sur la réforme de la formation. Plusieurs autres webinaires vous seront proposés. Je vous présenterai le détail en fin de webinaire sur les prochains qu'on pourra vous proposer. Donc ce webinaire est organisé donc par le Greffe Bretagne dans le cadre du service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle, le SPROEP, qui est porté par la région Bretagne. Le principe du webinaire, vous allez le voir, c'est une information qui va vous être délivrée, mais également un petit peu d'interactivité quand même, donc grâce au bloc questions-réponses que vous avez sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Je sélectionnerai ces questions, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais je sélectionnerai quelques questions de manière à pouvoir les poser donc à Véronique Bouillot, notre intervenante. Vous allez voir que le webinaire est séquencé en plusieurs temps et donc on aura un temps d'échange avec l'intervenante entre chacun de ces différents temps. Alors, je vais effectivement passer donc à la première diapositive pour vous présenter en quelques mots donc le programme de ce webinaire. Donc le premier temps donc sera sur le rappel des objectifs de la loi et la présentation des nouveaux acteurs dans le cadre de cette réforme. Le deuxième point consistera donc à la présentation du CPF, la manière dont il a évolué, la manière dont il est rénové. Le troisième point sur le CPF de transition professionnelle. Et puis, on terminera par la présentation des évolutions du Conseil en évolution professionnelle. Alors, je vais demander donc à Véronique de maintenant pouvoir prendre la suite sur la présentation. Merci beaucoup, Véronique. Je te laisse la parole. Rebonjour à tous et ravi d'être ce matin avec vous pour ce webinaire. Donc, sur le premier point, rappel des objectifs de la loi et des nouveaux acteurs, assez rapidement parce que maintenant on a voilà, une bonne année et on peut déjà faire un bilan, mais en tout cas, le rappel des objectifs de la loi était de renforcer les droits à la formation d'initiative individuelle en garantissant un accès à la formation tout au long de la vie, notamment en désignant et renforçant le rôle d'un opérateur de gestion qui est la Caisse des dépôts et de consignation, et aussi de dédier un financement pour le conseil en évolution professionnelle. Deuxième objectif de la loi, c'était également de libérer, sécuriser les investissements. Et vous l'avez, voilà, depuis un an, on l'a pu déjà l'évoquer sur une nouvelle définition de l'action de formation, avec également un nouveau système qualité des organismes de formation qui se mettra en place à partir d'une certification unique et le plan de formation qui se transforme en plan de développement de compétences avec des nouveaux, ou en tout cas une évolution des OPCA devenus OPCO, puisqu'il y a 11 opérateurs de compétences identifiés à ce jour et qui pourront venir en appui conseil aux entreprises sur ce développement de compétences, plan de développement de compétences entre autres, et puis refond l'élaboration et la régulation des diplômes et des titres professionnels avec un nouveau système de régulation et avec l'entrée en matière d'un nouvel opérateur et acteur qui est France Compétences, qui devient une instance quadripartite et qui va avoir plusieurs missions que vous voyez s'afficher, qui va gouverner et financer la formation professionnelle et l'apprentissage, et dont les missions et la répartition des fonds, que ce soit au niveau de l'alternance, que ce soit au niveau du plan
de développement des compétences auprès des TPE-PME, du CPF de transition et des demandeurs d'emploi au travers du PRIC notamment, et puis le financement, j'ai dit tout à l'heure, des nouveaux opérateurs, du nouvel opérateur, conseil en évolution professionnelle pour les salariés. Donc réparti sur des fonds, il organise et finance le CEP, j'en ai parlé, il régule le système de certification professionnelle, notamment du RNCP et du registre spécifique. Et puis, il a une mission également d'évaluation des politiques publiques au travers la mise en place des contrats régionaux de développement de formation et de l'orientation. Donc, nouvel opérateur qui en fait remplace, qui vient remplacer les différents acteurs que nous connaissions, qui étaient le CNCP, CNEFOP, COPANEF, FPSPP. Donc, nouvel acteur et aussi une évolution. Et là, je fais un zoom sur le FONGECIF Bretagne, puisque à compter de 2020, le FONGECIF Bretagne deviendra la commission paritaire interprofessionnelle régionale, missions qui ont déjà été mises en œuvre et déployées depuis janvier 2019. Puisque le fonds GESIF va assurer cette période transitoire en maintenant et en assurant le financement et les règlements des dispositifs congés individuels et de formation, ainsi que les bilans et les VAE engagés avant fin 2018. Depuis début 2019, le FONGECIF assure donc les missions de la CPIR en mettant en place et en ayant déployé le nouveau dispositif, le CPF de transition professionnelle. Et puis on le verra tout à l'heure, le nouveau droit démissionnaire qui va rentrer là en marche à partir du 1er novembre, avec la spécificité qui est que la CPIR va gérer ce nouveau dispositif pour tout secteur et tout public, puisque les OPACIF à fin 2018 ont perdu leur agrément. Et dans ce cadre, donc la CPIR a repris le relais pour financer le nouveau dispositif. Et puis, période de transition également, puisque le FONGECIF Bretagne a assuré et assure jusqu'au 31/12/2019 l'émission de l'opérateur CEP jusqu'à ce que le nouvel opérateur ait été désigné par France Compétences, et ça ne devrait pas tarder puisqu'on devrait avoir l'information au 5 novembre, publiée par France Compétences. Voilà, en ce qui concerne l'année de transition et le nouveau rôle euh, du FONGECIF Bretagne, et spécifiquement qu'est-ce qui est attendu de la commission paritaire interprofessionnelle régionale en dehors du fait de financer le nouveau dispositif CPF de transition professionnelle. Donc, je vous le disais tout à l'heure, elle va s'assurer, examiner, vérifier également le caractère réel et sérieux de ce nouveau droit aux démissionnaires qui rentre là en vigueur à compter du 1er novembre prochain. Donc, je ferai un zoom particulier tout à l'heure. Bien sûr qu'elle gère l'ensemble des recours pour le CPF, projet de transition professionnelle, avec aussi une nouveauté, la mise en place d'une médiatrice par France Compétences pour tout ce qui est recours au niveau du CPF, projet de transition professionnelle. La CPR aura un rôle aussi d'information du public sur les organismes délivrant le CEP, donc sachant que dans le cadre de la réforme, les 4 opérateurs initiaux qui existaient auparavant, à savoir Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale et APEC, ont été maintenus dans leur rôle en tant qu'opérateur CEP, et donc un nouvel opérateur pour les salariés sera désigné. Et donc la CPR aura un rôle d'information du public et également un suivi de la mise en œuvre de ce conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. La CPIR poursuit la mission qu'avait le FONGECIF Bretagne dans le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Autre également mission
qui sera à mener en partenariat avec d'autres acteurs, bien évidemment, que ce soit les observatoires de branche, également le Grève Bretagne et la région sur l'analyse des besoins en emploi, en compétences et qualifications sur le territoire, et des partenariats également avec l'ensemble des acteurs, État, région et acteurs du service public de l'emploi. Voilà, donc nouvelles missions qui ne se sont pas encore totalement déployées pendant cette année de transition, mais qui en tout cas en 2020 le seront. Alors, si vous le voulez bien, alors ça fait effectivement beaucoup d'informations pour cette première partie de webinaire. Ça plante bien le décor sur l'ensemble des changements effectivement qui vont avoir lieu. Est-ce que sur cette première phase, il y a une ou deux questions que l'on peut prendre ou est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec le CPF, oui, pardon. Alors, je vois. Ah voilà, une première question effectivement par rapport au budget disponible et aux enveloppes financières, donc par rapport à la transition avec les années précédentes. Est-ce que vous avez des éléments? Est-ce que c'est déjà connu, Véronique? Alors oui, c'est déjà connu puisqu'on a eu une première enveloppe budgétaire pour fonctionner sur cette année 2019 qui s'avère effectivement moindre que ce que l'on avait dans le cadre du congé individuel de formation. Parce que la logique et l'État a souhaité adopter un principe qui est de former à la juste compétence avec des parcours de plus en plus individualisés par rapport aussi à la prise en compte des acquis de la personne et par rapport aux justes besoins. Donc c'est vrai que c'est aussi une tendance significative et vous avez entendu, et ça fait voilà, nous quelques années qu'on porte aussi ce discours voilà, sur la mise en place des blocs de compétences. Donc on va avoir des parcours de formation plus ajustés aux besoins du territoire, adaptés aussi et individualisés aux besoins du salarié, donc des formations plus courtes, et qui veut dire qu'on va pouvoir mobiliser voilà, des cofinancements. Donc effectivement, les budgets dédiés au CPF de projet de transition professionnelle sont moindres, avec quand même un objectif d'assurer un volume de demande de financement, d'accepter un volume de demande de financement, mais sur des formations, et on espère voilà, que la tendance va s'accélérer, peut-être plus courtes, et avec un cofinancement, parce que la particularité de ce nouveau dispositif aussi, c'est de mobiliser systématiquement le CPF de la personne, ce qui n'était pas systématiquement le cas dans le cadre du congé individuel de formation. D'accord. Donc oui, moins de budget, mais peut-être une ingénierie financière, une ingénierie de parcours, ça c'est sûr, une ingénierie financière, voilà, à faire évoluer pour répondre aux justes besoins à la fois du salarié, du territoire en termes d'emploi et de compétences attendues. Mais oui, c'est vrai, avec moins de budget. Et sur cette année 2019, des taux d'acceptation moindres, voilà, mais qui vont aussi se réguler puisque la mise en route en 2019 a été un petit peu longue, hein, puisque concrètement, ce nouveau dispositif a été déployé en février, où les premières demandes de financement sont arrivées. Donc, il faut aussi une année de On était sur recul une pour période de aussi transition réguler. également, effectivement. Voilà, les échanges avec France Compétences sont réguliers, avec aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il y a un nouvel acteur qui rentre aussi, qui est l'association paritaire interprofessionnelle qui est Certif Pro, donc où la CPIR dépend à la fois de manière fonctionnelle et politique de France Compétences et de Certif Pro. Donc il faut que l'ensemble des acteurs, on le voit bien, et je pense que c'est pareil pour les OPCO, hein, on est vraiment dans cette année de transition avec aussi la possibilité de tester, expérimenter, pour faire remonter aussi à ces instances pour qu'il y ait une régulation et peut-être une répartition des fonds à venir en 2020 ou 2021. Alors,
D'autres questions? Alors, certaines, je pense qu'on y répondra pendant les autres séquences donc prévues sur le CPF de transition professionnelle. Par contre, alors je reprends la question, que devient le FONGECIF après 2020? Et puis peut-être la question également sur voilà, est-ce que la CEPIR remplacera, enfin sera également l'interlocuteur pour en milieu hospitalier par rapport à la NFH? Alors, la CPIR n'a pas vocation de devenir un OPCO, hein, parce que là, on parle de l'ANFH. Donc, la CPIR est bien là pour gérer le nouveau dispositif CPF de transition professionnelle. On ne finance plus, ça vous l'avez peut-être compris, hein, depuis fin 2018, les prestations qu'on finançait auparavant, telles que les bilans de compétences, les démarches de VAE, ainsi que l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, la CPIR n'a pas pour vocation de devenir un OPCO et de remplacer la NFH, entre autres. Donc, que devient le FONGECIF? Eh ben, il mute. Il mute vers donc, il va prendre pleinement les missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale et s'appellera, je peux vous, voilà, en scoop, qui est l'ATP Pro, donc Agence de transition professionnelle Bretagne. Voilà. Euh, et donc, mute, évolue vers des nouvelles missions et donc, voilà, pour les missions que j'ai présentées tout à l'heure De la CEPIR, en fait. Voilà. de la CPIR. Ouais. Je vous remercie. Je vous propose qu'on continue parce qu'on a encore différents points qu'on va pouvoir aborder donc par la suite. Simplement, on va évoquer maintenant donc le CPF et les évolutions en fait du CPF. Est-ce que parmi vous, certains ont des idées par rapport à ces évolutions? Voilà, un ou deux mots-clés que vous pouvez noter donc sur ce petit sondage. Quelles sont les évolutions du CPF selon vous en un ou deux mots-clés? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, je termine le sondage pour qu'on le regarde ensemble. Alors effectivement, donc le terme monétisation revient énormément. Application, oui, donc on va en parler effectivement, l'application mobile. La décision de l'individu, alors effectivement, c'est également un critère qui sera effectivement important. Oui, donc mobilisation individuelle, l'autonomie du titulaire de l'application, le budget, la liberté, monétisation, reconversion. Alors reconversion, oui, c'était peut-être dans le sens évolution professionnelle, effectivement. Mhm. Le salarié à la main. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour ce petit sondage qui est plutôt exact par rapport aux prochaines évolutions. Et puis, je laisse de nouveau donc Véronique nous présenter donc ces évolutions du CPF. Alors effectivement, hein, le maître mot, on l'a vu, le mot-clé, c'est la monétisation. Donc là aussi, hein, ça vient d'une volonté de l'État de rendre autonome, vous l'avez dit aussi, hein, autonomie du salarié dans à la fois le choix de sa formation et la mobilisation non plus de ses heures, mais de ses euros. Donc, on pourra évoquer éventuellement les atouts et peut-être les points de vigilance à avoir par rapport à la mise en place de la nouvelle application, vous l'avez dit, également d'un nouveau site Internet. Donc, depuis effectivement le 1er janvier 2019, voilà, le gros changement, c'est que les salariés, en tout cas pour ceux qui avaient déjà créé leur compte CPF, ont vu leurs heures acquises se transformer en euros avec la conversion équivalente à 15 euros de l'heure. Donc, au 1er janvier, pour ceux qui avaient créé le compte, ils ont vu effectivement ce passage d'heures en euros. En cours d'année, ils ont dû avoir leur compte voilà, qui a évolué aussi et ils ont dû acquérir des nouveaux euros par rapport aux heures acquises en 2018. Et puis là, à partir du 1er janvier 2020, ils vont acquérir, et ça jusqu'à un plafond, 500 euros par an pour tous les salariés,
ou 800 € par an pour les salariés sans qualification, jusqu'à un plafond de 5 000 ou 8 000 € pour les moins qualifiés. Donc c'est vrai que c'est vraiment, et c'est ce sur quoi la communication a porté, hein, le fait aussi de rendre accessible, puisqu'on voit aujourd'hui encore, et je pense que vous le voyez vous dans l'accompagnement des personnes, qu'il y a encore beaucoup d'efforts de sensibilisation et d'information à faire sur ce qu'est le CPF et comment je peux le mobiliser pour quel objectif et quel projet. Voilà, beaucoup de salariés n'ont pas encore ouvert leur compte et c'était un des objectifs de l'État, voilà, de pouvoir développer le nombre d'utilisateurs de ce compte CPF. Avec un titre d'exemple, aujourd'hui, 27,5 millions de comptes CPF ont été crédités d'au moins 1 € hors agent, public, puisque le CPF pour les agents publics reste en heures et pas encore en euros. Sur ce compte CPF, vous avez les heures DIF qui, elles aussi, ont été converties en euros, avec là aussi une petite évolution en cours d'année, alors que les heures DIF devaient être mobilisées avant 2021. Il n'y a plus de seuil. Les heures peuvent être rajoutées à tout moment, si ce n'est qu'elles doivent s'inscrire sur le site de manière manuel par le salarié et le 18 et oui, par le salarié. Donc voilà, donc monétisation pour rendre autonome effectivement le salarié. Donc là, c'est un exemple en fait, hein, pour voilà, se dire que les personnes qui ont acquis l'ensemble de leurs heures DIF, faut-il qu'ils les aient saisies sur le site euh, Mon compte d'activité, plus leur stock d'heures en CPF converti en euros, ils peuvent, vous voyez, sur le premier semestre, avoir déjà une enveloppe de 3 240 € accessible. Ça, c'était un exemple. Donc, autre évolution aussi, que financent ces euros et pour quel type de projet de formation peut-on mobiliser le CPF? Donc, pour des formations inscrites au registre national des certifications professionnelles, également inscrites au répertoire spécifique des certifications et habilitations. Des blocs de compétences, faut-il que l'organisme de formation ait fait la démarche d'inscrire au registre national, au RNCP, sa formation en bloc de compétences ou au répertoire spécifique si c'est juste un bloc unique. Et puis aussi ouvre le financement aux démarches de bilan de compétences, VAE, permis, VL et poids lourds, et également accompagnement à la création d'entreprises. Je vous ai mis là aussi, parce que souvent je me mets à la place voilà, du salarié, où trouver les formations éligibles au CPF. Alors, c'est peut-être pas très lisible parce qu'on a accès aujourd'hui à un énorme fichier Excel, mais quel mérite de pouvoir faire des tris et de pouvoir faire une recherche de formation, voilà, où toutes les formations sont dans ce fichier Excel, à la fois celles qui sont en cours, celles qui sont périmées, à la fois celles inscrites au RNCP, celles inscrites au registre spécifique et aujourd'hui sont enregistrées et publiées dans ce fichier Excel accessible sur mon compte formation, 8 737 certifications publiées. Ce qui est quand même assez conséquent. Et aussi la nouveauté, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été regarder le site de France Compétences, puisqu'il intervient en acteur pour réguler le système de certification professionnelle. Il a mis à disposition sur son site voilà, un accès où on peut trouver de l'information sur la certification recherchée, le détail en bloc si cette certification, alors titre ou diplôme, hein, est découpée en blocs de compétences. Donc
je trouve un accès assez facilitant pour aller, en tout cas nous professionnels, pour savoir si la formation est découpée ou pas en bloc, si elle est bien RNCP ou inscrite au registre spécifique. Donc un outil assez facilitant pour rechercher, et ça qui s'adresse plus aux professionnels qu'aux personnes que l'on accompagne. Voilà, on a émis le lien, on vous met le lien hein, vers ce site internet pour que vous puissiez naviguer et rechercher voilà, de l'information autour de la certification. Merci Véronique. Donc, il y a eu quelques questions donc pendant ta présentation. Alors, bon, il y a des questions, je pense que tu as déjà répondu au fur et à mesure, notamment donc sur le fait qu'il existe toujours des listes donc éligibles. Donc, tu l'as détaillé, on Oui, l'a vu à l'instant. Une question autour des parcours en FOID. Est-ce qu'ils pourront être financés dans le cadre du CPF? oui. Alors oui. Oui, oui, de toute façon, c'est une des modalités qui va bien évidemment du fait aussi euh, du fait. Alors, les 500 euros ne sont pas non plus, enfin, veulent dire quelque chose. En tout cas, 500 euros, acquérir 500 euros sur son compte de personnel formation, les organismes de formation vont devoir adapter elles aussi leur offre de formation et proposer des offres de formation qui correspondent. Voilà, donc, on va de plus en plus avoir des formations, soit sous forme de blocs de compétences à 500 euros, à voir ce qui se développe en termes d'offres de formation, et aussi également à distance, puisque ça fait partie des modalités aujourd'hui qui se développent de plus en plus. Alors, soit en mixte, hein, présentiel ou à distance, mais aussi qui est à distance, et effectivement. Si la formation alors passe par le système de régulation hein, et de certification par France Compétences, elle peut être éligible à la mobilisation D'accord. Ça sera. du CPF. Donc oui, ça fait partie de l'évolution des modalités. Et parce qu'on voit aussi que le financement de la formation, pour peut-être aussi réguler les coûts de formation, la modalité à distance est un des moyens. Voilà, pour Oui, réguler à il y distance. aura Donc on peut différentes faire aussi du possibilités, mixte, hein, différentes modalités, effectivement. présentiel, à distance. Tu Voilà. parlais Ouais. des fonds qui seraient réservés, enfin en tout cas l'esprit de la loi était également de réserver les fonds aux moins qualifiés. Est-ce qu'il y a des critères par rapport à cette notion de moins qualifié? Moins qualifié, on est toujours sur l'infra-bac, voire donc peu ou pas qualifié, hein, niveau brevet des collèges. Et, alors oui, nouvelle classification Inversé, oui. européenne qui est le niveau 1, niveau 1 D'accord. et niveau 2. Donc, Il y avait une question par rapport infrabac, aux voilà. agents publics, parce que tu as évoqué le fait que le CPF n'était pas passé en Oui. euros, n'était pas monétarisé pour l'instant pour les agents publics. Est-ce qu'il y a d'autres notions par rapport aux agents publics et ils ont accès au CPF? Ils ont accès au CPF en heures, donc c'est vrai que la difficulté enfin la difficulté, ou en tout cas s'il faut qu'ils se retournent vers également leur service, soit RH ou voilà, qui peut voilà, aussi les informer sur où aller chercher les formations, mais les listes éligibles CPF sont celles qui sont mentionnées sur le site Mon compte d'activité hein, pour eux également. Si ce n'est qu'ils n'ont pas la En euros. conversion pour Euh, l'instant en euros. voilà. Et le DIF, je vois qu'il y a une question aussi. Il y a plus de date euh, maximum où effectivement, si on n'avait pas saisi les heures DIF, celles-ci étaient perdues. Là, voilà, il y a eu un arrêté en cours à l'été, hein, je crois, Et 2019, une autre qui, voilà, il question n'y en a plus de complément date par rapport au DIF. En maintenant fait, une personne limitée. demande par rapport aux attestations DIF, comment Ah est-ce qu'on oui, fait pour mais les oui, c'est bien la récupérer? difficulté. Alors nous, ce que l'on précise aux salariés, c'est soit ils peuvent retrouver l'information sur leur dernier bulletin de salaire de décembre 2014,
soit normalement l'entreprise leur a fourni une attestation fin d'année 2014 ou tout début 2015 pour leur signifier les heures acquises dans le cadre du DIF. Mais on voit bien que c'est pas toujours le cas. Difficulté aussi pour les multi-employeurs ou pour ceux qui ont eu plusieurs contrats successifs en CDD d'aller pouvoir récupérer cette fameuse attestation. Donc la difficulté, c'est alors, regarder si au niveau de ces bulletins de salaire, on peut retrouver l'information. Dans ces papiers, on peut retrouver donc à l'époque de décembre 2014, janvier 2015. vers Sinon, c'est l'entreprise. retourner, le cas échéant, aller voir son ancien ou actuel employeur, si on n'a pas changé, pour lui demander ses heures diff. Mais oui, Je vous pas, propose c'est pas donc qu'on évident. puisse poursuivre sur nos Voilà. thématiques. Donc, on va maintenant aborder donc le CPF de transition professionnelle, rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, il y avait juste, je crois, une diapositive. Bon, j'en ai parlé, voilà, sur l'application mobile qui va arriver au 21 novembre. Donc, il y aura à la fois une nouvelle application mobile et un nouveau site internet refondu. Euh, donc, je parlais des atouts et des points de vigilance. C'est vrai que l'atout, ça va permettre un accès, en tout cas pour ceux qui sont à l'aise dans la navigation et avec leur smartphone, de pouvoir consulter ses droits, de consulter son offre de formation, date, programme, de s'y inscrire et de payer avec ses euros, voire de cofinancer aussi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment d'euros dans mon enveloppe CPF, je pourrais peut-être rajouter en cofinancement et apport personnel et voir jusqu'à évaluer également l'action de formation réalisée sur cette application et voir sur ce site. Donc c'est vrai que ça va transformer, en tout cas nous on le pressent, voilà, il va y avoir une évolution des comportements avec un point de vigilance en tout cas nous à avoir pour les accompagnateurs qui est de prévenir la personne, de, voilà, de pas, d'avoir une démarche réfléchie de son projet professionnel, parce qu'une fois qu'on a mobilisé ces euros, et ça va être voilà, peut-être une incitation, il va falloir après, vous l'avez vu, acquérir de nouveau des droits et qui s'acquièrent au fil de l'eau. Donc, toujours poser la question, pour quel projet, euh, voilà, à court et moyen terme, est-ce pertinent d'utiliser mes euros CPF si à moyen terme, j'ai besoin effectivement de trouver un financement pour une formation de reconversion et dans ce cadre-là, d'aller faire une demande de CPF de transition professionnelle où je devrais également mobiliser mes euros de CPF. Donc voilà, ça demande d'être accompagné, mais ce nouveau format Les fait personnes qu'en pourront autonomie, accéder. effectivement, chacun va pouvoir choisir, mobiliser, s'inscrire voilà, sans Je médiateur. vous propose qu'on passe donc au CPF de transition professionnelle. On pourra, il y a eu quelques questions qui étaient donc plus, qui relevaient plus du CPF de transition professionnelle. Donc je pense que Véronique y répondra. Et si elle n'y répond pas, je prendrai spécifiquement les questions posées. Je te laisse la parole, Véronique. Donc, vous l'avez compris, nouveau dispositif qui alors remplace le congé individuel de formation et qui devient le CPF pour un projet de transition professionnelle. Donc, la particularité de ce dispositif, c'est qu'on est sur un dispositif qui va financer des projets de changement de métier ou de profession, donc soit de reconversion ou également d'évolution. Je prends un exemple, si je suis assistante RH et que je veux évoluer vers responsable ressources humaines, c'est un changement de métier. Et là, le CPF pour un projet de transition professionnelle peut être un dispositif à mobiliser. Euh, et dispositif qui peut être mobilisé, accompagné ou non dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Là aussi, la loi souhaite renforcer, vous l'avez compris, l'autonomie de chacun. Et voilà, un salarié peut faire sa demande en toute autonomie aujourd'hui, faire une demande de dossier, de demande de financement sans être forcément accompagné
par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, spécificité de ce nouveau dispositif, financement de projets de changement de métier ou de profession, ce qui n'était pas totalement le cas à la fin du congé individuel de formation, puisqu'à 60% étaient financés des projets de reconversion et 40% des projets de qualification qui pouvaient être également internes à l'entreprise. Là aussi, la particularité, et ça fait aussi partie des critères de décision, c'est que c'est des projets qui doivent se faire plutôt à l'extérieur ou aider la personne à une mobilité externe vers un changement de métier, puisqu'on considère que si ce sont des projets internes d'évolution, il y a d'autres dispositifs qui sont à mobiliser. Je pense que vous en parlerez à l'occasion d'un prochain webinaire, qui peuvent être PROA notamment, ou le plan de développement de compétences qui est là vraiment l'objectif d'accompagner au sein de l'entreprise le développement de compétences et l'évolution de son salarié. Voilà, nous, c'est vraiment une particularité de ce dispositif. Les conditions d'accès, on va retrouver les conditions d'accès qu'on avait dans le cas du congé individuel de formation avec des conditions d'ancienneté pour les contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée. Donc, CDI, pour un CDI, ancienneté d'au moins de 24 mois, dont 12 mois dans l'entreprise. Avec un changement, l'ancienneté se calcule à la date de départ en formation et non plus au dépôt de dossier, comme c'était le cas dans le cadre du CIF. Pour un CDD, autre changement, on est toujours sur des conditions d'accès 24 mois en qualité de salarié et au cours des 5 dernières années, 4 mois consécutifs ou non de CDD. Et là, au moment du dépôt de dossier, il faut que la personne soit en contrat. Ça, c'est ce qui change par rapport au CIF, puisque dans le cadre du CIF, on pouvait accepter des dépôts de dossier à l'issue d'un CDD. Là, il faut que la personne en CDD soit en contrat au moment du dépôt de son dossier. Sont exclus, et ça ne change pas, voilà, des contrats spécifiques que j'ai mentionnés, tels que les contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats d'apprentissage, de professionnalisation, contrats aidés également, puisqu'on part du principe que ces contrats, il y a déjà un effort de formation qui est fait, et donc ils sont exclus du calcul de l'ancienneté. Pour quelles formations? On est toujours sur des formations reconnues, donc certification professionnelle reconnue dans le registre national des certifications professionnelles, et puis la prise en compte également des blocs de compétences s'ils sont bien également enregistrés RNCP. Avec voilà, une nouveauté également où un document est obligatoire et qui est le positionnement préalable, qui doit être un document réalisé par l'organisme de formation au moment où il fait une proposition aux salariés. Et cette proposition doit être individualisée, adaptée et en prenant en compte les acquis de la personne, d'où la notion de positionnement, qui est un document obligatoire lors des pièces demandées au moment du dépôt de dossier et qui demande effectivement aux organismes de formation, mais c'était déjà le cas, d'avoir un process d'évaluation des acquis en amont, enfin, avant d'entrer en formation et au moment de la constitution du dossier, pour pouvoir individualiser, adapter le parcours à la personne, mais qui sont déjà des critères qualité qui existaient depuis 2017, qui demandaient aux organismes de formation d'individualiser le parcours. Alors, quand on dit individualiser, c'est pas que la durée, ça peut être aussi sur un rythme, ça peut être aussi sur des modalités. Donc, on revient à un mixte entre le présentiel et le à distance. Mais en tout cas, voilà, positionnement préalable par rapport à des acquis euh, qui peut amener effectivement à une réduction de parcours. Donc ça, c'est effectivement la nouveauté. Faire la demande, on est toujours sur une demande d'autorisation d'absence au plus tard 4 mois avant le début de la formation, en fonction de la durée de la formation, 4 mois pour les formations
allant au-delà de 6 mois, 2 mois avant si la formation est moins de 6 mois. L'employeur répond sous 30 jours maximum. Il ne peut pas refuser, mais peut reporter de 9 mois maximum pour des raisons principalement d'organisation. Et le dépôt du dossier se fait à la CPIR soit de son domicile, soit du lieu de l'entreprise. Ce qui n'était pas le cas dans le cas du congé individuel de formation où c'était un dépôt de dossier sur le lieu de l'entreprise. Donc là, il y a ces deux possibilités pour le salarié. Ce qui veut dire, vous voyez là déjà par rapport aux échéances, que pour une personne qui est dans ce projet-là, et je n'ai pas parlé de l'accompagnement, vous voyez que voilà, il faut bien peut-être 6 mois voilà, pour réfléchir à son projet, être accompagné, faire la demande d'autorisation d'absence, aller rencontrer plusieurs organismes de formation pour voilà, avoir les différentes propositions d'adaptation de parcours et déposer son dossier 3 mois avant le démarrage de la formation. Vous voyez qu'il faut s'y prendre relativement tôt pour faire une demande de financement. Les critères, sur quels critères la commission paritaire interprofessionnelle régionale étudie la pertinence, la faisabilité d'un projet professionnel. La loi précise et les décrets 3 critères. La cohérence du projet de transition professionnelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est voilà, quelles sont les raisons du changement? Pourquoi la personne souhaite changer de métier ou évoluer? Euh, Est-ce qu'elle a une bonne connaissance du métier visé et à partir de quelle démarche elle a pu vérifier, échanger avec des professionnels euh, la faisabilité de son projet et la représentation du métier qu'elle avait. Donc là, on va prendre en compte l'ensemble des démarches réalisées par le bénéficiaire qui sont, et vous les connaissez, les enquêtes professionnelles, les PMSMP, stages d'immersion, d'observation, et puis toutes les sources d'informations et le site Cléor, qui est un bon outil pour aller chercher de l'information à la fois sur le métier et les tendances en recrutement et en emploi. Donc voilà, on va regarder l'ensemble des démarches sur cette cohérence du projet de transition professionnelle, sur la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement. On va regarder pourquoi il a choisi telle formation avec tel organisme. Donc, on va lui demander de justifier ses choix. Est-ce que la formation est bien adaptée à son projet? Est-ce qu'il a vérifié auprès de professionnels que c'était bien cette formation qu'il fallait réaliser en vue du métier à atteindre? Les organismes de formation, est-ce qu'il en a rencontré plusieurs? Voilà. Et pourquoi il a choisi tel organisme? Est-ce que c'est par rapport au taux d'insertion, à la proximité géographique, euh, au professionnalisme et à l'accueil reçu et échange qu'il a pu avoir avec les formateurs? Voilà, un ensemble de démarches. Est-ce qu'il s'est assuré de la proposition faite par l'organisme de formation? Est-ce qu'elle est bien individualisée et adaptée? Et puis, le financement, est-ce qu'il a pris en compte le coût global de sa demande de financement comprenant les coûts pédagogiques et les coûts de rémunération? Euh, voilà, on lui pose la question aussi sur un cofinancement possible, à part son CPF qu'il mobilise de toute façon de manière obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres cofinancements possibles? Donc, un cofinancement pour nous, c'est soit un cofinancement employeur. Euh, alors, OPCO, aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, il y a encore des possibilités de cofinancement vis-à-vis des OPCO, mais en 2020, on n'a pas de visibilité sur des cofinancements possibles ou apport personnel qui peut être aussi considéré comme un cofinancement. Et enfin, dernier critère, perspective d'emploi. Là, on va également s'assurer qu'il ait fait les démarches de consultation de sites d'emploi, qu'ils fournissent des offres d'emploi.
voilà, identifié, qu'il ait peut-être pris contact avec déjà des employeurs potentiels, qu'il a déjà identifié des entreprises pour réaliser ses stages dans le cadre de sa formation. Toute démarche, en tout cas, qui va permettre d'évaluer la faisabilité de son parcours, va être regardée dans le cadre des commissions qui se tiennent tous les mois, hein, et où la commission va étudier un ensemble de demandes de financement. Et pour aider et accompagner au mieux la personne, donc il y a toujours le conseil en évolution professionnelle, mais qui est mobilisé à la demande de la personne, ou également on a mis à disposition sur notre site un outil d'auto-positionnement qui permet vraiment de structurer, en fait, qui remplace la lettre de motivation, qui est vraiment un outil qui permet de répondre à l'ensemble de ces questions et qui finalement est l'argumentaire de sa demande de Merci financement. Véronique. Alors il y a encore beaucoup de questions. Oui, alors on peut revenir un petit peu D'autres sur la première questions? partie. Enfin, il y a des questions sur le CPF et puis CPF de transition professionnelle. Je reprends ce qui a été dit. Une première question Mm. par rapport aux personnes dont les formations se dérouleraient sur le temps de travail. Euh, Comment ça se passe par rapport à la Oui. mobilisation du CPF? Oui, du coup là on revient au CPF. Alors ça, on revient au CPF en fait. Alors, si c'est sur le temps de travail, là, on est plus sur un choix en autonomie totale du salarié, puisque si c'est le cas, c'est hors temps de travail. Là, c'est sur temps de travail, il y aura une demande auprès de son employeur Voilà, et qui l'idée de peut la être d'ailleurs un co-construction. projet co-construit entre son employeur et le salarié. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, les entreprises ont eu à alors, négocier, alors pour celles qui avaient les instances en tout cas, ont pu négocier des accords sur la mobilisation du CPF et des euros CPF dans l'optique de co-construire ensemble un projet commun qui peut à la fois servir aux objectifs de l'entreprise et du salarié, et où on va mobiliser en accord avec le salarié ces euros CPF, et où l'entreprise pourra aussi venir abonder ou cofinancer une De toute partie façon, on de viendra l'action de compléter formation. en fait avec Euh, un prochain webinaire effectivement qui sera organisé donc euh, hmm. sur justement les salariés plutôt, enfin les dispositifs qui évoluent aussi au sein de l'entreprise et on aura donc l'occasion de reparler de la mobilisation du CPF quand on est sur des heures de formation sur le temps de travail. Merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Voilà, il y avait une Je vois aussi les question questions sur les effectivement sur intérimaires, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, dans le cas du congé individuel de formation, la branche avait négocié des spécificités et particularités d'accès plus favorables pour les intérimaires, mais il y a aussi une question par rapport aux intermittents. Là, aujourd'hui, à ce jour en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution pour ces euh, statuts particuliers. Aujourd'hui, ils ont les mêmes droits qu'un contrat à durée déterminée avec les mêmes conditions d'accès d'ancienneté. Ce qui peut être compliqué parce qu'on parle plus en heures qu'en mois quand on est en intérimaire avec une succession de contrats. Donc là, à ce jour, les intérimaires et les intermittents ont les mêmes droits d'accès et avec les mêmes conditions d'ancienneté que les CDD de droit classique. On verra, peut-être qu'il y aura une évolution à voir si la branche voilà, évolue, négocie des spécificités, effectivement, pour favoriser l'accès à ce dispositif qui peut être compliqué à mettre en œuvre pour ces particularités, ces contrats Il y particuliers. avait une autre question, mais qui va bien introduire notre prochaine partie, donc sur le CEP. Donc, on a parlé effectivement de validation du projet par rapport à la mobilisation du CPF. Voilà, le fait d'avoir à réfléchir pour quel projet on souhaite mobiliser notre CPF, parce qu'effectivement, après, il faudra reconstituer, une fois qu'il sera dépensé, entre guillemets, il faudra reconstituer
un capital. Et donc voilà, une personne identifiait effectivement le rôle des CEP par rapport à la mobilisation de ce projet, par rapport à l'autonomie de la personne et puis l'accompagnement de la personne dans son projet. Donc, je vous propose qu'on passe peut-être sur la partie CEP pour que tu puisses nous présenter les différentes évolutions. D'accord. Alors, voilà. Alors, vous avez vu certainement, ou pas, en tout cas, un nouveau cahier des charges a été publié en mars 2019 qui met en avant quelques éléments nouveaux, bien qu'on soit dans la continuité de ce qui était, enfin, en tout cas en termes de principes et d'offres de services proposés dans l'ancien cahier des charges. La nouveauté, donc ce cahier des charges, il présente et reprend des principes qui ont fondé le Conseil en évolution professionnelle, qui est l'universalité de l'offre de services du Conseil en évolution professionnelle au bénéfice des actifs tout au long de leur vie professionnelle. Donc là, avec une mention particulière qui est de dire que l'ensemble des opérateurs CEP, donc les 4 opérateurs inscrits initialement dans la loi et qui perdurent dans le rôle de CEP, et le nouvel opérateur CEP pour les salariés, devront effectivement proposer une offre de service qui soit lisible, compréhensible et universelle dans le mode d'accès et le contenu. Le contenu de ce cahier des charges, on va retrouver les finalités, les principes et on verra aussi un axe et un zoom très important sur la promotion, la coordination des acteurs et sur le suivi du conseil en évolution professionnelle. Donc, les nouveautés, on va retrouver dans la définition du conseil en évolution professionnelle, la finalité, on est bien sur un processus d'appui proposé à tout actif, bien sûr, voilà, ayant pour objectif de faire le point sur sa situation professionnelle ou, le cas échéant, d'élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle. La nouveauté, c'est que l'offre de service ne s'organise plus en 3 niveaux, mais en 2 niveaux, donc avec un premier niveau d'accueil individualisé et adapté aux besoins de la personne, avec aussi la mention d'un état des lieux partagé qui pourrait, c'est pas obligatoire, mais qui pourrait donner lieu à la formalisation d'un document, ce qui n'était pas le cas au préalable. En tout cas, il n'y avait pas une obligation que sur le premier niveau de CEP, il y ait une formalisation d'un premier accueil ou d'un premier accompagnement, enfin d'un premier accueil ou d'une première information apportée. Donc, premier niveau de conseil qui reprend les objectifs en termes d'information sur les métiers, d'information sur les dispositifs, sur l'offre de formation, sur les métiers en tension, les filières qui recrutent, alors avec un zoom particulier sur la transition écologique. Voilà, qui n'était pas spécifié dans l'ancien cahier des charges. Et là, il y a un zoom sur cette filière-là. Mais en tout cas, voilà, premier niveau d'information et puis d'évaluation du besoin qui va permettre, là, à l'issue de ce premier niveau, de savoir si la personne souhaite poursuivre ou non par un accompagnement et où, s'il y a accompagnement, définir des étapes clés, des objectifs d'accompagnement et au travers d'un parcours d'accompagnement personnalisé. Et là, on arrive au second niveau de conseil. Et où là, à l'issue de ce niveau de conseil, il y a l'obligation d'un livrable, mais ça que l'on avait précédemment, par la formalisation d'un document, d'une synthèse conseil en évolution professionnelle qui permettra de reprendre le projet, les étapes, les démarches réalisées et le plan d'action. Les principes sont maintenus, bien sûr, gratuité, l'égalité d'accès, un zoom aussi et un souhait vraiment que ce service, donc bien sûr, soit connu. C'est aussi pour ça qu'il y a
une obligation renforcée de la part notamment des entreprises, des branches, des partenaires sociaux, de la CPIR, des pouvoirs publics, de promouvoir et de communiquer sur ce conseil en évolution professionnelle qui reste encore méconnu aujourd'hui. Donc, et d'où aussi un renforcement de la proximité sur vraiment des bassins d'emploi, avec aussi également une adaptation des horaires, un service qu'on pourrait mobiliser voilà, à tout moment et à proximité, avec aussi une évolution sur les modalités. Donc, il a été introduit des modalités à distance, ce qui n'était pas le cas dans le précédent cahier des charges, et aussi modalités collectives. Ce qui n'était pas forcément le cas pour le CEP2, anciennement niveau 2 du CEP, où étaient juste considérés en niveau 2 les accompagnements individuels. Là, dans ce nouveau cahier des charges, on prend bien en compte aussi l'évolution des modalités voilà, à avoir pour s'adapter aux besoins de la personne, donc présentiel, à distance, individuelle, collective, principe de confidentialité, impartialité, neutralité. On reste vraiment sur des principes de on part de la personne, on personnalise avec elle son parcours d'accompagnement, donc on personnalise une offre de service. On co-construit avec elle un projet et où on peut aussi également s'appuyer sur des prestations externes qui peuvent être, si besoin, un bilan de compétences, un accompagnement à la création d'entreprise ou une VAE. Voilà. Autre nouveauté également, c'est le suivi de la mise en œuvre qui sera à la fois réalisé par France Compétences auprès notamment du nouvel opérateur pour les salariés, mais sur l'ensemble. La CPIR, où on attend là d'avoir un descriptif un peu plus complet sur les missions de suivi du CEP et des attendus de cette mission par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, et aussi un suivi partagé au niveau du CREFOP, puisque à l'occasion d'un bilan annuel sera présenté au CREFOP voilà, le résultat qualitatif et quantitatif de ce suivi. Le calendrier pour elle, je ne vais pas revenir sur les précédentes étapes. Là, ce qui est important à savoir, c'est que, en tout cas, pour ce nouveau cahier des charges est à mettre en place au 1er janvier 2020 pour l'ensemble des opérateurs. Le nouvel opérateur pour les salariés sera désigné le 5 décembre avec un ajustement sur la fin d'année pour lui permettre de se mettre en route et des liens avec France Compétences et peut-être la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour faire le lien et avec une mise en œuvre attendue au 1er janvier 2020 de ce nouvel opérateur. Donc à savoir, il y a 18 lots qui ont été... pardon? Oui, c'est le 5 novembre où on saura. Alors, je pense que ce sera affiché sur le site France Compétences et nous aussi, on informera sur notre site internet. Voilà, alors là, c'était le point clé sur ce qui pouvait être attendu du nouvel opérateur. J'en ai un petit peu parlé dans le cadre du nouveau cahier des charges, puisqu'on attend de lui surtout qu'il promeut un CEP et qui, bien sûr, qui répondent aux principes qui fondent le Conseil en évolution professionnelle en termes de personnalisation du service, voilà, et ne pas tomber sur une standardisation des contenus, avec une volonté voilà, d'innover, avec effectivement une coopération forte entre acteurs du territoire, avec certainement des relations partenariales à développer et à nouer avec l'ensemble, bien sûr, des acteurs de l'emploi et de la formation, avec également, nous aussi, la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour articuler nos offres de services. Voilà ce que je peux vous dire voilà, de manière Oui, oui, synthétique parce que je effectivement, vois qu'il est le temps 11h59. passe vite en webinaire. Alors, on va pas pouvoir prendre toutes les questions malheureusement. Il y a quand même plusieurs personnes qui posent des questions par rapport au lien entre le CEP et le bilan de compétences. Donc, tu as répondu en partie en disant qu'il serait possible de mobiliser en fait une prestation de bilan de compétences.
Ben, ça reste une démarche complémentaire telle que c'était. Pour moi, ça répond à des objectifs différents. C'est-à-dire que le conseil en évolution professionnelle ne pourra pas répondre, pourra accompagner, mais dont la limite, alors je ne sais pas dire aujourd'hui la proposition du nouvel opérateur salarié, mais on sera sur des parcours pouvant aller au maximum peut-être 6 heures à 8 heures d'accompagnement. Donc, quand il s'agira d'approfondir des démarches, ben, il faudra mieux orienter ou en complémentarité d'ailleurs avec le CEP qui peut être l'entrée, voilà, et qui ensuite peut préconiser un bilan de compétences et reprendre la main ensuite pour le suivi de la mise en œuvre du plan d'action identifié dans le cadre d'un bilan. Il faut que ça soit complémentaire parce qu'on est bien sur deux démarches qui peuvent sembler similaires, mais avec un niveau d'approfondissement qui va être différent, puisqu'en bilan de compétences, on est sur 16 heures à 18 Et heures est-ce qu'il face à sera face, nécessaire de mobiliser son avec d'autres CPF outils. pour faire ce bilan de compétences ou... Alors, ben, pour financer, ah oui, ah bah ça, aujourd'hui, le seul financement possible, enfin le seul, en tout cas que peut mobiliser le salarié, c'est son CPF pour financer un bilan de compétences. Après, l'entreprise peut aussi financer pour son salarié, mais oui, c'est effectivement au travers de son compte personnel de D'accord. formation qu'il Écoutez, pourra financer son bilan de compétences. Ouais. Mais il ne faut pas l'opposer, c'est pour moi une démarche complémentaire en fonction des besoins, de là où se situe la d'accord. personne. On va peut-être prendre, il est Euh, midi, mais on peut voilà. peut-être prendre quand même encore une ou deux questions. Il y avait des choses également sur lesquelles on n'a pas forcément répondu. Quand tu parlais des positionnements préalables au niveau des organismes de formation, est-ce que ces positionnements préalables, ils seront Ah oui. payants ou comment ça va se passer? Alors, non. Normalement, ça fait partie alors ça, c'est inscrit dans le décret qualité. Quand on parle d'individualiser le parcours de formation, et c'est des pratiques que font déjà l'ensemble des organismes de formation, à savoir qu'il y a bien une évaluation à un moment donné des acquis qui se fait au moment de la demande, qui se refait l'évaluation au moment de l'entrée en formation, voire des fois le premier jour, et qui se fait après tout au long. Donc, cette démarche d'évaluation des acquis et de positionnement, c'est une démarche et un process que connaissent très bien les organismes de formation. Donc, non, ce n'est pas une prestation à part entière et que nous demande de financer les organismes, c'est intégré D'accord. dans la Une autre proposition de question, l'offre de là c'était formation. sur des parcours de formation longs. Comment est-ce qu'on fera pour les financer? Une formation d'un an ou... Ah bah, c'est compliqué parce que ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais voilà, au vu d'eux, c'est que la commission paritaire interprofessionnelle régionale et au vu du budget dont on a parlé en introduction, qui sont moindres, a défini des plafonnements de prise en charge. Et notamment sur les durées allant au-delà d'un an, voire au-delà de 1200 heures, la commission paritaire, et c'est d'ailleurs écrit dans la loi, peut prendre en partie ou en totalité. Et là, la commission s'est définie en plus un plafonnement, donc n'ira pas au-delà des 1 an ou 1200 heures. Et donc, pour le financement d'une formation longue, ça veut dire qu'il y a un apport de la personne, un cofinancement pour pouvoir financer une deuxième année, voire une troisième année. Mais ce qui, dans la réalité, est très difficile et quand même demande aux salariés un effort D'accord. très Peut-être conséquent une dernière question. Là, financier. c'était plus par rapport à la mutation du fonds GESIF. Une personne qui posait les questions de ce que deviennent Oui. les conseillers en évolution professionnelle du fonds GESIF. Comment est-ce que tout ça évolue dans Transition Pro? Alors, transition professionnelle, vous l'avez vu, ben, on n'a plus de mission de conseil et d'accompagnement à proprement parler. On aura toujours une offre de service, mais plutôt d'information sur le dispositif et sa mise en place. Donc, les conseillers en évolution professionnelle aujourd'hui, soit évoluent en interne sur de nouvelles missions, soit effectivement sont amenés à une mobilité externe. Euh, voilà, et donc soit en continuité vers des métiers d'accompagnement et de conseil, mais effectivement, le métier au sein des transitions pro ne prend
ne propose plus un accompagnement puisque c'est bien l'opérateur CEP qui le propose. Donc, possibilité de repositionnement en interne, mais avec de nouvelles missions, voilà, qui seront plus en lien avec les organismes de formation, l'ingénierie de parcours, l'ingénierie financière. Et pour les autres qui ne seront pas repositionnés en D'accord, merci interne, c'est beaucoup de la Véronique. mobilité externe. On va terminer ce webinaire. Simplement, donc quelques informations. Donc, je remercie vraiment très chaleureusement Véronique Bouillot donc toutes ces informations. Euh, Quelques petites informations pour vous dire que vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation donc de 4 questions. Suite aux réponses à ce questionnaire, vous pourrez donc accéder au support de l'intervention. Plusieurs d'entre vous nous ont demandé pendant le déroulement de ce webinaire si le support serait disponible. Donc oui, effectivement, il pourra vous être envoyé par cet intermédiaire. Je vous le disais, donc on a un cycle de webinaires qui débutait donc aujourd'hui donc sur la réforme de la formation professionnelle. Le prochain webinaire est prévu, donc on a choisi de découper la réforme en plusieurs zooms, en plusieurs séquences. Donc le prochain sera donc sur l'alternance et donc ce sera en décembre 2019. L'intervenant sera donc Céciline Le Goya de l'Opcommerce. En février 2020, donc on pourra répondre à des questions que vous avez posées auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Donc on aura une intervention d'OPCO de la construction euh, pour parler donc de la formation des salariés au sein de l'entreprise. Et puis plus tard en 2020, la date n'est pas encore définie, on aura une intervention spécifique sur les certifications et le découpage en blocs de compétences, avec donc un intervenant qui sera du GIP phare. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous donne également quelques éléments par rapport au site du greffe. Vous pouvez retrouver donc des éléments sur la réforme de la formation en tapant le mot-clé réforme de la formation et vous tomberez sur toutes nos brèves d'actualité sur la loi avenir professionnel. Et puis vous pouvez également consulter donc la rediffusion du webinaire que nous avions organisé en mai dernier avec Centre Info sur l'impact de la réforme pour les professionnels du SPRO, donc disponible sur le site Se former en Bretagne. Donc, je vous rappelle que l'ensemble des actions de professionnalisation et puis la possibilité de s'inscrire donc est sur le site Se former en Bretagne. Vous avez une rubrique SPROEP professionnalisation où vous avez là l'ensemble de l'information disponible. Merci beaucoup pour avoir été présent pour ce webinaire et puis moi je vous donne rendez-vous donc pour le prochain donc qui sera donc au mois de décembre avec Opcommerce. Merci à tous et puis bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.